Les lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Catherine va acheter des pâtisseries, et là, il y a un homme qui est devant elle, qui attend dans la queue. À un moment, elle le bouscule, sans faire exprès, il se retourne, et là, elle se retrouve nez à nez avec Xavier. Elle le reconnaît tout de suite, lui recule, fait des yeux hallucinés, et part en courant. Si vous appartenez aux fanzouz, vous savez que je viens de citer ici un extrait de l'émission TPMP, diffusée il y a 2 mois. Vous savez aussi que ces révélations fracassantes, ou peut-être un petit peu farfelues, ont été faites par un certain Bruno de Stabenrath, ami d'enfance du plus célèbre fugitif de France, Xavier Dupont de Ligonnès. Ce dernier aurait donc été aperçu par hasard en 2015 dans une boulangerie de San Francisco par cette pauvre Catherine qui, sous le coup de l'émotion sans doute, a préféré raconter son histoire à son ami Bruno plutôt qu'à la police, laquelle n'a évidemment toujours pas arrêté XDDL. J'ignore s'il est temps pour ma part d'arrêter les recherches, les rumeurs et les ragots autour du présumé tueur de Nantes, qui reste introuvable depuis avril 2011, mais je sais qu'il est temps, selon certains, d'ouvrir son procès avant qu'il ne soit trop tard. Si l'on attend encore, et si l'on apprend un jour la mort de Xavier, aucun procès ne pourra avoir lieu, comme en dispose l'article 6 du Code de procédure pénale. On ne juge pas les morts. A contrario, si un tel procès devait avoir lieu, en l'absence du principal accusé, il se tiendrait selon la procédure du défaut criminel, créée par la loi Perben II de 2004, à la place du traditionnel jugement par contumace. Alors, l'avenir nous dira ou pas si ce procès a bien lieu, si Xavier est le meurtrier, mais en attendant, le passé peut nous dire pourquoi et comment on pouvait juger ce genre de fugitif, jadis qualifié de contumax. Un passé étudié par Rachel Guyas dans une thèse intitulée « Le jugement de l'absent, la contumace dans la procédure romano-canonique, 9e, 13e siècle ». Bonjour Rachel. Bonjour Paul. Rachel, vous avez soutenu votre thèse le 22 avril 2022 à l'université Panthéon-Assas où vous avez fait toutes vos études de droit et où vous occupez aujourd'hui le poste de maîtresse de conférence. En d'autres termes, on ne peut pas vous accuser d'avoir fui et méprisé cette université comme on accusait jadis les contumax de fuir et de mépriser les juges. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement la différence entre un jugement par contumace et le défaut criminel dont j'ai parlé tout à l'heure ? Alors, tout d'abord, il y a une distinction de terminologie qui est très très importante. Le fait d'appeler ça défaut criminel, c'est déjà le choix de ne pas présumer la personne coupable, c'est-à-dire au moins coupable d'avoir refusé de se présenter au jugement. Alors que le contumace, il y avait cette charge négative qui collait à la notion. Exactement. Par ailleurs, d'un point de vue procédural, du point de vue des règles, il y a aussi des distinctions qui se sont d'ailleurs précisées progressivement. Dans l'ancien procès en contumace, il n'y avait pas de présence de jury, impossibilité de faire appel, et ces règles se sont peu à peu transformées. Transformées, historiquement, vous en parlez dans votre sujet de thèse. Pourquoi ce sujet de thèse ? Est-ce que vous pouvez nous en raconter la genèse ? Le sujet de thèse est venu parce que ça ne faisait pas si longtemps, en tout cas au niveau de la chronologie qui est celle de l'historien du droit, que la loi Perben II avait transformé cette procédure. Par ailleurs, on a aussi constaté des lacunes du point de vue de l'historiographie et un foisonnement de sources pour la période médiévale. C'est ce qui nous a incité à choisir ce sujet avec mon directeur. Vous avez parlé de l'historiographie. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques noms éventuels ou pas, nous dire quel était l'état des lieux des travaux avant votre travail ? Il n'y a pas de grand nom de l'histoire du droit français en la matière. Globalement, il y avait quelques thèses de la fin du XIXe siècle, quelques articles ou chapitres de manuels qui pouvaient l'évoquer, des ouvrages italiens sur la période romaine, et quelques articles ou ouvrages en espagnol, mais très très ciblés. Et alors vous, par rapport à ces travaux, l'apport de votre thèse est évidemment d'offrir déjà un panorama très vaste. Est-ce qu'il y a aussi d'autres éléments sur lesquels vous aimeriez insister ? Du point de vue de la temporalité, la spécificité de ma thèse est de s'intéresser à la période médiévale, et ça, je pense que ça n'avait pas été fait.
Par ailleurs, un autre apport, et c'est en fait une découverte que j'ai faite durant la thèse, c'est toute la question autour de la qualification de la contumace. Parce que dans justement l'historiographie, ou dans les articles qu'il a mentionnés, où il faisait référence, on trouve souvent le mot contumace, c'est-à-dire on va parler de la contumace de telle personne, alors qu'en fait, dans les sources, il s'agit d'une absence. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas le mot. Bien sûr, on est en train de parler du jugement d'un absent, mais à ces époques-là, l'absent n'avait pas été qualifié de contumace. Et vous avez parlé d'époque médiévale, 9e, 13e siècle. Si je reprends les bornes de votre travail, pourquoi ces bornes chronologiques? Alors, quand on délimite comme ça des bornes chronologiques, il y a souvent deux raisons. La première, c'est le fait de, en toute humilité, s'en remettre aux sources. J'ai pu choisir ces bornes parce que j'ai fini par découvrir qu'au IXe siècle, on retrouvait la contumace disparue depuis l'Antiquité romaine, et jusqu'au XIIIe, parce que c'est l'époque où j'ai considéré que c'était devenu véritablement une qualification juridique et qu'un régime était mis en place. Donc après, pour les époques suivantes, voilà, on allait pouvoir se fonder sur cet état des lieux. L'autre aspect de ce choix chronologique, c'est aussi parce que quand on est historien du droit, on arrive aussi, malgré tout, toujours avec nos questions de modernes, même si on essaie de se soumettre à la source et essayer de rentrer dans la perspective qui était celle des auteurs de l'époque, on a aussi des préjugés. Et ce préjugé premier, c'était que je cherchais désespérément un procès de l'absent qu'on qualifie de contumace, avec des règles spécifiques, dérogatoires à la procédure ordinaire, et je l'ai trouvé sur cette période-là. Par ailleurs, le fait que cette période soit étendue m'a permis d'observer des phases d'apparition et de disparition dans des contextes spécifiques. Et c'est comme ça que j'ai pu identifier le fait que la contumace et la procédure qui l'accompagne apparaissent principalement dans des contextes où le pouvoir politique est très fort, dans des périodes de crise avec des opposants, et j'ai vu comme ça que ça s'appliquait autant pour l'empereur romain que pour le pape au Moyen-Âge. Autrement dit, pas de contumace vraiment avant dans le Moyen-Âge qui précède, un rythme de croisière après les choses sont lancées après le XIIIe. Et si on remonte avant, vous n'en faites pas un objet direct de votre thèse, mais c'est quand même une matière que vous utilisez beaucoup, le droit romain. Vous en parlez beaucoup, pourquoi ? Pour deux raisons. Quand on est médiéviste, on ne peut pas faire l'impasse sur le droit romain pour la bonne raison que c'est une période à partir principalement de la fin du XIe siècle qu'on redécouvre le droit romain, et les juristes médiévaux que j'étudie réinterprètent, commentent, glosent ce droit romain. Comme s'il était encore vivant, encore applicable. Comme s'il était vivant et applicable, mais aussi avec leurs propres interprétations. Et pour comprendre les apports de ces juristes médiévaux, pour comprendre leur originalité, on est nécessairement obligé d'aller voir les sources dans leur contexte romain pour pouvoir véritablement comprendre la logique, le régime, la pensée du juriste romain qui a inventé ces règles, pour la comparer, et là on fait œuvre de comparatiste, avec sa réinterprétation médiévale. Les éventuels décalages par rapport au texte originel. En plus du droit romain, quelles sont les autres sources juridiques que vous avez utilisées ? Les sources ont été de différentes natures parce que la contumace, une des erreurs que j'ai faites au tout début de ma thèse, c'est que je voyais la contumace, je me disais « Ah super, du procès en l'absence ». En fait, il y en avait beaucoup dans ces sources. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout ce sens. Et je suis donc retournée dans les sources littéraires, philosophiques, rhétoriques pour l'Antiquité, mais aussi les canons de concile pour cette période. Pour la période médiévale, il y a des sources de base qui sont commentées, telles que le décret Gratien, les décrétales pontificales. Donc des textes de base de l'enseignement du droit canonique. Exactement. Et aussi les commentateurs du droit romain. Et ce qui a été particulièrement intéressant pour moi, ce sont les manuels de procédure, on s'étonne toujours qu'il y ait des règles procédurales aussi bien organisées, des manuels renfermant ces règles, donc les manuels médiévaux. Ce sont les principales sources que j'ai utilisées. Sources doctrinales, mais aussi assez
assez pratique puisque vous avez parlé de procès, des procès d'un genre assez particulier puisque c'était des procès qui se passaient devant le pape, devant les conciles, des juridictions assez méconnues mais très importantes à l'époque. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu rapidement quel était leur rôle? Le rôle des juridictions ecclésiastiques? Et de celle-là en particulier? Parce qu'elles n'intervenaient pas au quotidien, c'était plutôt des tribunaux qui intervenaient dans des matières politiques ou hérétiques, je ne sais pas. Alors, les juridictions ecclésiastiques, même au plus haut niveau, peuvent traiter de cas très différents et pas forcément politiques ou importants. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on trouve dans les décrétales, ce sont de vrais problèmes de droit qui se sont posés dans des tribunaux locaux et qui remontent jusqu'au pape pour qu'il offre une solution juridique qui deviendra à terme la solution qui sera suivie. De la même manière que les rescrits impériaux à l'époque antique, dans l'Antiquité romaine, pouvaient finalement être repris par la suite. Les rescrits qui étaient les réponses de l'empereur à des questions de droit que lui posaient ses administrés. Exactement, ça fonctionne de la même manière. Et donc là, oui, ce n'est pas seulement un pape ou un concile qui est réuni pour une question exceptionnelle, mais ils interviennent en appel, en fait, pour des procès ordinaires. L'appel est très important, l'appel au pape est très important, mais parfois ce sont imaginés comme des fonctionnaires locaux, donc le clerc, l'évêque d'un lieu qui va écrire au pape pour lui dire « Je suis face à telle situation dans tel procès, comment doit-on résoudre ce problème ?» Voilà pour la période médiévale. On a parlé un peu de l'Antiquité avec ce droit romain qui a été une matière recyclée au Moyen-Âge. Et après, alors, après le XIIIe siècle, borne de votre travail, est-ce que vous pourriez nous rappeler, même si ce n'est pas le sujet de votre thèse, en quelques mots, quel a été le panorama, l'histoire de la contumace? La spécificité pour moi de la période qui suit, c'est tout d'abord une réappropriation des règles qu'on vient d'évoquer par la juridiction royale, qui se traduit notamment dans les ordonnances royales. L'autre aspect très important, c'est l'importance qu'a pris la contumace dans la matière pénale, ce qui n'est pas forcément le cas auparavant. Ou c'était plutôt civil? Où c'était principalement civil. C'est quelque chose qui marque par exemple souvent les esprits, c'est la condamnation en effigie, qui n'apparaît que tardivement en fait. On s'imagine souvent que c'est au Moyen-Âge, mais a priori c'est plutôt la période qui suit. Où on prenait un mannequin qui prenait à la place de celui qui était absent, qui était brûlé, qui était tapé, pendu, comme si c'était le... Exactement, et avec cette idée vient quelque chose qui était tout à fait interdit auparavant, c'est-à-dire d'envisager la peine de mort du contumace. Ce qui n'existe pas du tout pour ma période. Une période qui, comme on l'a dit, est le Moyen-Âge, quand est découverte ou redécouverte cette notion romaine de contumace, qui va servir à déroger, à faire exception à l'interdiction de juger les absents. Quand, comment, pourquoi, par qui est faite cette redécouverte? Voilà les principales questions auxquelles vous avez répondu dans la première partie de votre thèse, qui va suivre l'usage de la notion de contumace dans différentes sources, juridiques ou pas, où vous montrez que cette notion a pris plusieurs sens. Et ainsi, armé de ce concept, vous êtes en mesure d'en suivre le régime procédural dans la seconde partie de votre thèse, où la contumace est appliquée à certaines conditions que vous exposez minutieusement et où cette contumace va entraîner des conséquences plus ou moins lourdes sur le contumax, le personnage en cause, qui va être frappé de sanctions civiles, criminelles. Et ça, vous l'étudiez aussi dans votre seconde partie. Voilà ainsi le panorama des éléments que nous allons discuter dans la suite de notre émission. Dans cette seconde partie des lois de l'histoire, nous allons essayer à la fois de présenter votre thèse et de cerner la notion de contumace en répondant à quatre groupes de questions assez simples. Qu'est-ce que la contumace? Quelles sont les conditions? À quoi ça sert? Et quelles sont ses conséquences? Alors, commençons par nous demander ce que c'est que la contumace. Pour ça, voyons l'étymologie qui va nous aider. D'où vient le terme contumace qui est assez étrange? C'est une question difficile parce que je pense qu'aujourd'hui, personne ne le sait. Par contre, on peut, et c'est ce qui nous intéresse le plus, s'interroger sur quelle étymologie prêtaient les auteurs que j'ai pu étudier à ce terme. On trouve dans des étymologies antiques l'idée que le terme viendrait du verbe tuméo, c'est-à-dire se gonfler. Tumeur? Ce qui a donné tumeur, et qui va avec l'idée de se gonfler d'orgueil.
c'est cette idée qui était dans l'esprit de ces auteurs. Par ailleurs, le fait de lui donner cette étymologie leur a aussi permis de l'associer au verbe contemnere, c'est-à-dire mépriser, qui se rapproche du terme contemptus. Et on avait ainsi dans l'esprit, dès l'Antiquité romaine des juristes, l'idée que la contumace, c'était ce comportement de quelqu'un qui est orgueilleux et qui en plus méprise l'autorité. Et donc qui ne va pas devant le juge, qui ne va pas être jugé par celui-ci. Exactement. Et ce terme a d'abord été utilisé dans quel domaine? En droit ou ailleurs dans d'autres disciplines, d'autres littératures? Alors tout d'abord, c'est un terme qu'on trouve exclusivement dans la littérature. C'est un terme qu'on trouve dans la poésie, dans la rhétorique, dans la philosophie, mais qui va finalement arriver assez tardivement dans le domaine juridique. Au départ, le terme d'ailleurs s'intègre dans les sources juridiques dans son acception littéraire. Et puis, on voit à partir du IIe siècle, du milieu du IIe siècle et surtout du IIIe siècle, De notre ère? de notre ère, le terme se développer dans un sens de plus en plus précis, c'est-à-dire d'abord toute forme de désobéissance à l'autorité et très vite une désobéissance très précise, celle envers les représentants de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux. Vous l'avez dit avec l'étymologie, vous l'avez dit là en parlant de désobéissance, c'est un terme plutôt péjoratif, négatif. Ça n'a pas aussi un sens positif? Est-ce qu'il y a pas une forme de rébellion mise en avant comme aujourd'hui? Oui, c'est un des aspects les plus intéressants, c'est qu'on le trouve peu, mais dans l'Antiquité, par exemple chez Sénèque, on peut trouver ce terme utilisé pour parler d'une liberté d'esprit. Et on voit là aussi l'aspect plus idéologique qui se cache derrière ce terme, c'est-à-dire que finalement, l'utiliser dans un sens péjoratif, c'est aussi remettre en cause la possibilité d'être libre d'esprit, de s'opposer à certaines règles ou dogmes. Les libertins, les libres penseurs étaient mal vus. Et est-ce que en dehors du droit et de la littérature, il a été utilisé par exemple en théologie? Et si oui, pour dire quoi? Pour désigner qui? Alors, chronologiquement, il semble que le terme soit entré dans le corpus théologique peu de temps après son entrée magistrale dans le domaine juridique. Et on le trouve en effet chez beaucoup de pères de l'Église pour désigner d'abord le diable, Lui-même, qui d'accord. a été contumace envers Dieu, qui s'est rebellé. Donc ensuite, ça désigne l'homme pécheur. Et puis progressivement aux hérétiques qui refusent le dogme. Donc là, c'est une désobéissance, mais aussi un orgueil face à ces règles qui constituent le dogme. Et là, on a bien le sens général, comme vous le disiez tout à l'heure, de la contumace. C'est pas encore le sens précis de celui qui est absent d'un procès volontairement, sans excuse, mais c'est toute forme de désobéissance. Exactement. Et quand et pour désigner quoi le terme est entré dans le domaine juridique? Vous avez dit que c'était d'abord en littérature, puis en droit, puis en théologie. En droit, c'était à peu près quand? Deuxième, troisième siècle. Et après le droit romain, qui était donc son terreau, son berceau, la notion est passée en droit canonique. Et si oui, quand, comment? Alors là, c'est pour ça que j'ai commencé au IXe siècle mes bornes chronologiques. C'est parce que le terme réapparaît dans un contexte très spécifique et isolé. C'est-à-dire que c'est un grand juriste du IXe siècle qui s'appelle Hincmar de Reims, qui en fait le réutilise et le redécouvre dans son acception théologique pour désigner on va dire un hérétique, pour aller vite. Donc c'était des querelles sur la prédestination, je ne rentre pas dans les détails. Donc il s'est d'abord occupé juridiquement d'un procès autour de ces querelles sur le dogme. Parce qu'il était juge, conseiller, avocat, il était... Il était évêque, métropolitain, et dans ses fonctions, il avait l'occasion de juger, mais surtout il était souvent consulté comme juriste. Et il s'est donc refamiliarisé avec ce terme, avec les sources théologiques qui utilisaient le terme. Et un peu plus tard, il a eu l'occasion probablement de faire le lien avec les sources romaines, parce qu'il avait quand même accès à des abrégés de sources romaines. Et il a fait le lien entre cette acception patristique et la dimension juridique. Et donc, il est le premier, quasiment, à reparler de la contumace après la chute de l'Empire romain, à part les quelques abrégés que je viens d'évoquer. Et
elle ne réapparaîtra finalement qu'assez tard après. C'est-à-dire que le terme, notamment grâce à lui, va réapparaître très très ponctuellement jusqu'à ce qu'on le retrouve dans le décret de Gratien, qui est une des principales sources de droit canonique au milieu du XIIe C'était siècle. le livre de base pour l'enseignement, l'espèce de code civil que tous les étudiants avaient en droit canonique. Exactement, et qui d'ailleurs a été beaucoup commenté et glosé. Et c'est à partir de là que le terme s'est diffusé. Le décret de Gratien, ce fameux livre, cite d'ailleurs Hincmar. Et puis par la suite, on le trouve dans les décrétales, les recueils de décrétales, jusqu'à ce que ce soit sa consécration, parce que un livre entier des décrétales lui est consacré. Le décrétal de Grégoire IX, c'est ça? Oui. Qui était un pape qui a fait des lois. Les décrétales, c'est des sortes de lois qu'il a codifiées pour en faciliter l'accès. Ce sont, même avant, ce sont les plus fameuses, les fameuses décrétales de Grégoire IX, mais il y a eu des recueils de décrétales auparavant, et on y trouvait déjà le titre sur la contumace, en sachant qu'il s'agit de rassembler dans des livres toutes ces décisions pontificales. On peut dire loi, mais ça fait vraiment penser aux rescrits impériaux, parce que c'est souvent des réponses sur des questions posées. On vient de voir ainsi d'où venait ce que voulait dire la notion de contumace en général et dans son sens plus juridique. Voyons maintenant à quelles conditions concrètes un individu pouvait entrer dans cette catégorie. La notion est-elle utilisée partout ou seulement en pénal? Vous avez déjà répondu un peu à cette question tout à l'heure. C'est aussi à l'époque en civil de manière naturelle? Oui, en fait, c'était ma première grande surprise quand j'ai commencé cette thèse. Je m'attendais à faire une thèse de procédure pénale, et puis finalement, la plupart de mes sources concernaient la procédure civile. Et c'est pour une raison que j'ai fini par comprendre ou par déceler, c'est qu'il y a beaucoup de scrupules à juger en l'absence en matière criminelle. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Exactement. Cette contumace s'applique donc partout, dans les différentes branches du droit. Est-ce qu'elle s'applique tout le temps? C'est-à-dire, est-ce que ça s'applique à n'importe quel moment du procès? La base romaine du régime médiéval fait que on a toujours eu tendance à distinguer deux phases du procès, comme dans le procès impérial romain, et comme dans le procès antérieur d'ailleurs. Dans la première phase du procès, il y a plus de doutes sur les causes de l'absence. Il ne sait peut-être pas qu'il a été cité, il n'a peut-être pas été trouvé, il est peut-être à l'étranger, etc. En revanche, dans la deuxième partie du procès, si il est venu au début et qu'il a disparu, là, on va présumer la fuite. Et vous avez parlé, je crois, dans votre thèse, de 3 citations. Alors les 3 citations, c'est la rencontre de la tradition romaine qui s'assurait, par le fait que la citation soit réitérée 2 fois, que la personne ait bien été prévenue, qu'on soit certain qu'elle soit au courant. Donc c'est la rencontre de cette règle romaine et de passages bibliques qui ont fait que les auteurs médiévaux légitiment ou se réapproprient sans difficulté cette règle des 3 citations. Il y a par exemple dans l'évangile de Matthieu 2 passages où on voit la réitération dans justement des cadres juridiques, on va dire, ou de procès, et qui a permis aux juristes médiévaux d'adopter sans difficulté cette règle. Il y avait cette idée, je crois, que dans l'Église, quand un croyant fait une bêtise, on ne va pas tout de suite le brûler ou l'exclure de la communauté, mais d'abord on lui dit que c'est pas bien, puis on lui redit, et c'est 3 fois. Les 3 fois, notamment dans l'évangile en question, c'était si c'est pour la correction d'un frère pécheur. Donc la première fois, on va le voir soi-même. S'il persiste, la deuxième fois, on va le voir avec quelques témoins. Et puis s'il continue, la troisième fois, on va le remettre à l'église. Et vous l'avez dit, si l'individu part alors que le procès a commencé et qu'il était là au début, il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. On parle alors de contumace ou il y a une autre notion juridique qui est utilisée? Le terme qui est toujours utilisé dans ces cas est contumace. Après, il peut y avoir des variations autour de contumace présumée, vraie contumace, etc. Donc pour une époque tardive au Moyen-Âge. Le seul autre terme qui a pu être utilisé, c'est le terme eremodicium, qu'on trouve dans une constitution de Justinien. Au niveau de l'étymologie grecque, ça a été rapproché de lis deserta en latin, et en fait, c'est l'idée de déserter le procès. Voilà, mais c'est très rarement utilisé. Voilà pour les conditions de temps. Sur le fond, on l'a déjà suggéré, ce n'est pas n'importe quelle absence.
qui va être qualifié de contumace. Il y a des absences justifiées donc à l'époque, et si oui, quoi? Qu'est-ce qu'on acceptait comme absence? On distingue radicalement l'absence de la contumace à l'époque où ça devient vraiment une qualification juridique, et on parle de simple absent pour désigner par exemple la personne qui était malade, qui a été prise dans une tempête. Alors les Romains énumèrent beaucoup de cas. Il peut y avoir la captivité, la mise en esclavage, la prison. Parfois on trouve plus étonnant la crainte. Et ça, c'est un thème qui est toujours en filigrane. C'est l'idée qu'on pense que les juges sont partiaux ou qu'on risque d'être assassiné en venant à son procès. Donc voilà, ça fait partie des raisons. La raison qui revient le plus souvent et qu'on retrouve aussi au Moyen-Âge, c'est celle de l'utilité publique. Donc par exemple, quelqu'un qui est parti au service militaire ou quelqu'un qui a servi l'Église. Ce sont ce type d'excuses, mais après, il n'y a pas une liste limitative. On peut venir et justifier, prouver sa bonne foi. En théorie, vous l'avez dit, la contumace suppose une absence injustifiée, avec un mépris du juge, par exemple par des mots je ne reconnais pas votre tribunal, seul Dieu me juge, que sais-je. Mais s'il ne le dit pas, alors est-ce qu'il y a d'autres indices qui montrent cette mauvaise intention? Est-ce qu'on cherche l'intention? Est-ce qu'il y a des présomptions? Tout à fait. Pour moi, le contumace qui dit qu'il méprise le juge est un cas d'école, même s'il est souvent envisagé. On est le plus souvent obligé d'élaborer des présomptions, et les juristes médiévaux ont aussi développé des fictions. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont décidé de présumer, une fois que la personne avait été citée 3 fois, que les choses avaient été faites dans les formes et qu'on était vraiment certain de s'être assuré d'avoir contacté la personne, si elle n'était pas trouvée ou si elle ne répondait pas, le procès devait malgré tout se poursuivre. On ne pouvait pas rester éternellement dans cette attente. Donc on a décidé de former une présomption. On va présumer que la personne a refusé de comparaître. Donc sa démarche était intentionnelle. Si la démarche n'est pas intentionnelle, on ne peut pas le juger en son absence. Et puis, par la suite, on a envisagé de développer une autre technique, qui est celle de la fiction. C'est-à-dire qu'on part, cette fois-ci, c'est simplement une autre logique, c'est-à-dire qu'on part de l'idée qu'on sait très bien qu'il n'a pas répondu, qu'on n'a pas la réponse, on a la certitude que c'est faux, ce qu'on va dire, mais on va faire comme si il avait refusé manifestement de se présenter. Alors admettons qu'on ait réussi à remplir toutes les conditions que l'on vient de voir de la contumace. Qu'est-ce qu'il en résulte? À quoi ça va servir? Vous l'avez déjà évoqué, c'est ce qu'on va voir dans une 3e série de questions. Quel est le rôle de la contumace? Si j'ai bien compris, dans les différents procès où la notion a été utilisée, elle va servir à juger un absent au sens factuel du terme, pas au sens juridique, parce que c'était interdit, c'est ça en principe, de juger les absents. La règle de l'interdiction de juger l'absent est beaucoup répétée dans les sources canoniques antiques. Dans les sources, par exemple, qui organisent les procès dans les conciles, qui sont menés dans les conciles. Par la suite, au IXe siècle, toujours une période fondamentale pour moi, on élabore des règles de procédure qui apportent des garanties à l'accusé. Et dans ces règles très protectrices, on renouvelle cette interdiction de juger l'absent. On retrouve toujours cette interdiction de juger l'absent au début du Moyen-Âge, mais très vite, probablement pour des raisons pratiques, on comprend bien qu'on a besoin de pouvoir juger l'absent. Et c'est là qu'intervient l'exception, sauf s'il est contumace. Donc la contumace permet de déroger à cette règle. Parce qu'il a méprisé le juge. Et si jamais, restons à l'absence, il y avait un procès d'un absent qui n'est pas à contumace, donc un procès d'un absent qui viole les règles de procédure que vous avez mentionnées, qu'est-ce qui se passe? On va annuler le procès? On va faire appel? Comment? Le procès peut être considéré comme non valide. Il est possible aussi de faire appel. En tout cas, au IXe siècle, c'est ce qui est prévu. C'est-à-dire que si un jugement a été rendu en l'absence sans respecter les formes, on peut faire appel au pape. Et puis, dans certaines sources antiques, mais sans que ça ait beaucoup d'effet, on implique la responsabilité morale du juge. Ah oui, qui n'a pas fait son travail comme il fallait, et donc il peut être sanctionné. Pourquoi une telle protection? Pourquoi on veut autant juger l'absent alors que, a priori,
il a peut-être des excuses, mais c'est quand même un procès, c'est important. Pourquoi on veut autant le protéger, l'absent? Parce qu'on considère que on se méfie de la partialité de ces jugements en l'absence. La réalité, au fil de l'histoire, c'est que beaucoup de ces procès en l'absence ont été en fait des procès politiques, où on a profité de l'absence des ennemis qui pouvaient être partis d'ailleurs parce qu'ils craignaient pour leur vie. On a profité de cette absence pour rendre des procès en leur défaveur. Donc c'était souvent associé à la calomnie, à la partialité, aux fausses accusations. Et c'est pour cette raison que ce type de procès est interdit. C'est intéressant parce que on présente souvent le Moyen-Âge comme cette période obscure où les procès ne devaient même pas avoir lieu, les gens s'entretuaient comme ça, et en réalité, on a dans ce que vous traitez, dans ce que vous mentionnez à l'oral et à l'écrit, une protection presque qui n'a rien à envier à la CEDH. Exactement, merci de le dire. Je salue les médiévistes qui aiment bien qu'on leur dise ça. Si on revient au contumax, pardon, donc il est absent, mais on subodore quand même que c'est pour de mauvaises raisons. Est-ce qu'on va essayer de l'inciter à revenir, pas simplement en lui disant, en refaisant une citation, mais en jouant du bâton pour lui faire peur? Il y a des sanctions qui ont une visée incitative, principalement. Au civil, ça va être l'envoi en possession. Donc il s'agit de s'approprier les biens de l'absent pendant une période déterminée. Biens qui sont l'enjeu du procès entre les deux parties. Voilà, imaginons un débiteur dont le créancier est parti, n'est pas au procès. Il peut devenir possesseur, pas encore propriétaire, mais il peut posséder ses biens jusqu'à ce qu'il revienne. Donc ça, c'est très incitatif parce que s'il ne revient pas, les biens pourront être vendus et il pourra être payé sur cette vente. En droit canonique, la principale sanction incitative, c'est l'excommunication, en sachant qu'il faut bien se représenter que, à cette époque, être excommunié, ça veut vraiment dire sortir de la communauté, et ça a des conséquences vraiment importantes dans la vie de quelqu'un. Donc ça incite à revenir. On va ainsi inciter ce contumax à revenir. S'il ne revient pas, donc il est vraiment contumax, on va le sanctionner, ça va faire exception à ce qu'on a dit tout à l'heure pour les absents. Pourquoi lui, le contumax, alors qu'il est absent, pourra être jugé? Qu'est-ce qui justifie? Quels sont les arguments qui ont fait pencher la balance pour justifier cette exception? Dans un premier temps, sous l'Antiquité, on a développé tout un tas d'arguments qui tournaient autour de l'autocondamnation. C'est-à-dire que j'ai refusé de venir, donc ça veut dire que je me suis condamnée moi-même. Ça veut dire que j'ai avoué. Donc on assimile par exemple l'absence à un aveu. C'est ce type d'argument. Et bon, on en voit un certain nombre développés. Quand la contumace apparaît et commence à être utilisée systématiquement, en fait, la contumace rassemble tous ces arguments. C'est la principale raison, c'est ce qui justifie la dérogation à cette interdiction, c'est que désormais, on va non pas faire le procès d'un absent, on va faire le procès de quelqu'un qui a été rebelle, méprisant envers l'autorité judiciaire et qui a désobéi à l'injonction. On va donc chercher à le punir. Comment? Par quelles sanctions? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans une 4e série de questions, qui commence par une précision technique. Est-ce que le contumax est puni pour son acte de rébellion, en plus d'être puni pour son autre crime, si c'est un procès pénal, ou est-ce que c'est juste qu'il va être jugé, en fait, malgré son absence? On distingue souvent les deux. Surtout à l'époque médiévale, c'est assez clair. Il y a une distinction entre être sanctionné pour son absence et être jugé au fond sur l'affaire principale. Et s'il est jugé, donc malgré son absence au fond, il ne peut pas se défendre, puisqu'il n'est pas là. Il peut éventuellement, et peut-être même probablement, perdre son procès. Mais est-ce que c'est inévitable? Est-ce qu'on peut être contumax et gagner? Théoriquement, oui. C'est-à-dire que le juge est supposé ne pouvoir rendre une décision que sur des preuves vraiment concrètes, écouter les témoignages, etc. Après, s'il n'a pas de représentant au procès, cette absence va jouer en sa défaveur, parce qu'il ne va pas pouvoir opposer de preuves par lui-même, et seules les preuves découvertes par le juge pourront permettre de pencher en sa faveur. Mais théoriquement, Oui. c'est possible. Imaginons qu'il gagne. Quant au fond, son procès, civil ou pénal, est-ce qu'on va quand même lui rappeler
que sa victoire n'est pas parfaite et qu'il mérite une petite punition pour avoir été contumax. Oui, tout à fait. Le principe qui est mis en œuvre, c'est que la personne peut gagner le procès, mais elle aura à payer les dépens. Les dépens, donc ce sont des frais de procédure. Les frais de justice, ouais. Plus généralement, alors, quelles sont les sanctions? Tout à l'heure, vous avez parlé donc des mesures incitatives, envoi en possession, excommunication. Là, on a les dépens à payer. Est-ce qu'il y a d'autres sanctions particulières au pénal, au civil, contre le contumax? Au pénal, l'idée qui revient souvent, c'est celle d'une mise sous séquestre des biens, qui est un principe romain, c'est-à-dire que l'État récupère les biens et que si la personne ne revient pas, ils ne vont pas forcément être vendus, mais ça va revenir au fisc. Voilà. C'est comme une confiscation? Exactement. Est-ce que, imaginons, on a incité cette personne à venir, elle n'est pas venue, on l'a condamnée. Est-ce qu'il peut se défendre a posteriori, c'est-à-dire revenir un jour de ce qui était par exemple un emprisonnement, une mise en esclavage, alors qu'on pensait qu'il avait méprisé le juge, il réapparaît quelques mois, quelques années plus tard, est-ce qu'il peut réouvrir le procès, prouver sa bonne foi? C'est un peu ambivalent sur cette question parce que la règle qui revient le plus et qui a d'ailleurs encore fait l'objet d'une QPC en 2008, c'est le problème de l'appel. Est-ce qu'il est possible de faire appel? La règle qui semble intangible, c'est que le contumace ou l'absent pour des raisons volontaires ne peut pas faire appel. Les voies de recours lui sont fermées. En revanche, on voit malgré tout la possibilité d'apporter des justifications, surtout chez les canonistes, dans certaines sources. Et il y a une expression, je crois, c'est purger sa contumace, c'est ça? C'est un terme qu'on trouvait encore dans la législation française récente, avant la réforme. De 2004 par Ben 2. C'est le fait soit de se constituer prisonnier pour la période la plus récente, et pour le passé, de venir se laver d'une certaine manière de ce dont on l'accuse. Et donc là, prouver que c'était pas par mauvaise intention qu'on est parti, mais si on revient, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va gagner le procès, par contre, sur l'affaire au fond. Voilà, on recommence le procès. Est-ce qu'il y avait des délais pour ça, pour se purger? Ça pouvait être 30 ans après. Est-ce qu'il y a des questions de prescription comme au pénal ou pas du tout là? Alors, les délais sont souvent variables dans mes sources. Ce qui revient souvent, c'est le délai d'1 an. Pour les sanctions définitives, on peut... parfois, la période de 10 jours est évoquée pour les procès criminels. Donc c'est difficile de donner des délais comme si c'était constant au fil des siècles, mais c'est vrai que le délai d'1 an est quand même celui qui revient le plus souvent. Et bien en parlant de délai, nous en avons aussi dans notre émission Les lois de l'histoire, et donc il est temps de conclure cette émission en vous remerciant Rachel d'être venue présenter votre thèse intitulée, je le rappelle, Le jugement de l'absent, la contumace dans la procédure romano-canonique 9e-13e siècle. Est-ce que elle va être publiée dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, cette thèse? La publication est en cours. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Rachel. Merci, Paul. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damet et Christopher Thébault pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez réécouter sur vos plateformes préférées et diffuser sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.